Pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... Ça va aller très mal. D'accord. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant et c'est une bonne gauche dans tes oreilles. Pas plus haut que le bord aujourd'hui au bar L'Autruche. Eh ben oui, on devait aller au bar qui s'appelle le Salmanazar, mais figurez-vous que la mairie de Toulouse a sévi. Bref, vous nous retrouvez un jeudi sur 2 à 17h et le vendredi suivant à midi, si je ne m'abuse, sur les ondes de Campus FM évidemment. Et vous nous retrouvez aussi sur notre site www.pasplushaut.com et également sur la chaîne YouTube Radio Pas Plus Haut. Tous les 15 jours, nous enregistrons dans un bistrot toulousain ou des environs, dans un lieu populaire, devant un public vivant, animé, agité. Et debout, évidemment. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté, de l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Et pas plus haut que le bord, aujourd'hui, avec en musique, comment il s'appelle le groupe ? La Guigne. Ouais, la Guigne. Donc écoutez, hein, parce que la Guigne, vous les verrez qu'une seule fois sur pas plus haut que le bord, après ils partent vers Nice et tout ça, voilà. Il manquait quelque chose, chers camarades, à mon expérience, l'inscription à Pôle emploi. Ouais. Dans une vie, il ne faut pas manquer cette expérience stratosphérique. Déjà, je n'arrive pas à me faire à cet intitulé Pôle emploi. Deux mots qui ne collent pas ensemble, ou bien trop bien, justement. Pôle. Dans le dictionnaire, Pôle, on nous dit qu'il vient de la géographie. Les pôles géographiques indiquent les points d'intersection de l'axe de rotation de la Terre et de sa surface. Ça va ? Bon, là, je m'inquiète. Quel est l'axe de rotation de Pôle emploi ? Dans quel sens tourne cette belle institution ? J'ai quand même une petite idée. Et Myriam El Khomri, a-t-elle une boussole ? Là aussi, j'ai mon idée. Bon, avant, c'était clair. Il y avait ceux qui te cherchaient du boulot, la NPE. Ils tournaient comme des derviches pour t'envoyer au turbin, pour te vendre aux moins offrants. Mais au moins, on savait où on allait. Et puis, il y avait les ascédiques, ceux qui te filaient du pognon pour que tu ne crèves pas trop vite et que tu continues à être cette armée de réserve, cette main-d'œuvre docile pour le patronat. Enfin, ces pôles-là te structuraient en quelque sorte le territoire de ton angoisse ou de ton bien-être momentané. Tu savais sur quelle planète tu vivais. Et puis aussi avec Pôle. Alors, Pôle, il y a les pôles de compétences et les pôles de compétitivité. J'adore ces expressions. Ouais, ça fait positif. Vous ne trouvez pas ? C'est positif comme expression. Bon, je sais, ils ne sont pas faits pour moi. D'abord, j'ai du mal avec les compétences. Te mettre dans des cases, histoire de bien te formater à l'employabilité, au modelage nécessaire pour faire juste ce qu'on te demande dans un monde mouvant, avec des technologies qui changent sans cesse, sans pour autant te libérer. Ah oui, ah tiens, d'ailleurs, c'est fou comme depuis l'émergence des nouvelles technologies de l'information et des communications dans la civilisation capitaliste, depuis les années 80-90, en gros, insensiblement, plein de trucs ont changé dans notre rapport au travail. De l'aliénation subie, mais avec des résistances collectives, on est passé à l'aliénation librement consentie et individuellement, en plus. Mais avec un smartphone greffé à nos attributs. Ça vous gêne pas un petit peu, là, ce truc qui pendouille ? Non, vous ne vous sentez pas un peu contrôlé, mesuré, comparé, étalonné, chosifié dans des cases à compétences ? Non ? Alors c'est que vous êtes mûr pour l'enclos bélan. Et puis, pôle de compétitivité, c'est un truc vachement bonnard. C'est un peu genre japonais et Silicon Valley en même temps. Ça fait un peu jeu vidéo pour ados attardés. Faut être des battants et on va tous les éclater. Donc, Pôle emploi, mon nouvel ami.
Je tente de m'inscrire. J'avais oublié qu'il y a quelques années, j'avais déjà fait une tentative infructueuse, et puis j'avais opté pour l'auto-entreprise. Vous savez, l'auto-exploitation sans cotisation, le truc idéal des libéraux que Sarko nous avait si bien vendu. Bref, de la servitude volontaire à l'auto-aliénation, vive le monde merveilleux de l'ubérisation à venir. Donc, pas possible de m'inscrire. Je cherche mon matricule, enfin mon identifiant, sur le site évidemment. Le mot de passe oublié, bah oui aussi. Et là, le bonheur de tourner en rond, de tourner en rond, de tourner en rond. C'est ça sûrement la rotation sur l'axe de la Terre. Alors, naïf, je me dis, il y a bien des gens qui bossent à Pôle emploi. J'appelle le numéro officiel. Boîte vocale, bon, normal, c'est la modernité. Je tombe enfin sur une humaine. Enfin, j'ai pas la preuve formelle. Elle me renvoie sur un autre service, puis un autre, puis un autre, puis on m'écrira plus tard par mail. Bon, je me dis qu'avec tous ces gens qui bossent à Pôle emploi, au moins, ça fait du boulot pour des anciens chômeurs. Un boulot où tu renvoies en permanence sur un autre, qui renvoie sur un autre, encore un autre. Un truc visiblement gratifiant où tu vois bien la qualité de ton travail transférée vers un autre. Le problème, c'est que je suis trop compréhensif. Je comprends trop bien la galère de bosser à Pôle emploi. Et du coup, je garde mon agacement pour moi. Et ça me fait des ulcères. Parce que le pauvre bougre, au bout du fil, il ne peut rien faire pour toi. Mais il ne peut pas te le dire non plus. Et si tu l'engueules, c'est lui qui morfle, alors qu'il n'est que ce petit électron qui tourne autour de ce pôle emploi. Juste un pion qui survit dans la machine à fabriquer de la viande à patronat, de l'employabilité bon marché dans un marché du travail toujours plus servile. Et là, je me suis demandé ce que je faisais à rentrer dans les cases, à me soumettre à ce système marchand comme une bonne marchandise humaine, pas chère en plus. Non, je ne vais quand même pas me subordonner sans rien dire. Je vais débrancher mon Pôle emploi. Enfin, peut-être. Pas plus haut que le bord. Alors, donc pas plus haut que le bord, eh bien pas plus haut que le bord. Aujourd'hui, des chroniqueurs, oui, figurez-vous, des chroniqueurs inclassables, incorruptibles, incontrôlables, avec ce soir, Charlotte Lenoir. Ouais. Baruch d'Espignolade. Oui, Baruch d'Espignolade. Jeff. Le pote à Gabi. FX. Il est là, le bel FX. Et la magnifique Lola Parabellum. Eh oui. Et nous commençons par toi, mon petit FX. Bonsoir à tous. Critiquons, moquons-nous des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Alors, mon petit Christophe, figure-toi, une fois n'est pas coutume, il m'est arrivé une histoire incroyable. Eh oui, je te jure. Figure-toi, hier soir, que j'ai reçu un appel de Pétula. Eh oui, notre grande reporter à la Pouffe du Midi, qui me disait en substance « Écoute, mon petit fisc, j'ai un pépin. Je devais aller couvrir la conférence des patrons là à Pressac. Et comme je me suis chopé une crise d'aérophagie carabinée depuis 9 mois et que le médecin m'a dit que je risquais de me perdre dans les eaux, ou un truc du genre, je préfère pas trop m'approcher des hyènes entrepreneuriales. Tu comprends, Boudou? Et rien que d'en parler, je sens que ça me travaille. Il l'a fait bien quand même. Alors, comme je suis serviable, et que j'ai toujours rêvé d'être journaliste, j'ai accepté volontiers et j'ai pris en micro caché l'ensemble de la conférence. Et pour passer inaperçu, je me suis équipé de ma plus belle chemise à moyenne, de ma plus improbable cravate psychédélique avant de me présenter à l'accueil sur mes genoux, sous le nom de Christophe Abramowski. Et ça a marché, et oui. On m'a même placé au premier rang entre Parisot et le baron Sellière, qui m'ont complimenté pour mon OPA agressif sur Anne Roumanoff. Voici donc la prise audio de la fameuse rencontre des chefs en goguette, en commençant par l'intro du patron des patrons, j'ai nommé Pierre Gattaz. Salutations distinguées de circonstances et bienvenue au domaine de Pressac. À peine à 2 coups d'accélérateur de nos limousines de fonction de la charmante bourgade de Castelmauroux, qui nous fait l'insigne honneur d'accueillir en ce joli matin printanier
cette conférence sur la solitude des chefs d'entreprise. Tout au long de cette matinée assise, qui, nous le savons, n'aura probablement rien à envier aux nuits debout des gueux, des entrepreneurs comme vous et moi viendront se succéder à la tribune pour nous faire part de leurs douloureuses expériences de loup du CAC 40 solitaire. Car, comme vous le savez, le dicton qui nous assène que l'argent ne fait pas le bonheur n'a jamais été aussi vrai que celui qui affirme que la webcam isole. Et compte tenu du nombre d'heures de vidéoconférences auxquelles nous nous devons d'assister pour boucler nos affaires à travers la planète et les bénéfices que nous engrangeons année après année, pas étonnant à ce que nous soyons les tristes victimes d'un malheureux cloisonnement. Mais trêve de propos liminaires, mes très chers holders et tout autant, voire plus, chers amis, je vais laisser la place à notre prochain intervenant, mesdames, mesdemoiselles et Jean-Marie Messier. Je vous demande d'accueillir, comme il se voit, le plus coté des Gothamites, le PDG de Wayne's Enterprise, Bruce Wayne. Merci. Merci, monsieur Gattaz. Je suis très touché de votre invitation. Excusez-moi, j'ai pris un peu froid hier soir. Comme vous, Pierre, j'ai hérité de mon père, Thomas Wayne, mais contrairement à notre illustre hôte, je n'ai pas la chance d'avoir encore à mes côtés pour me prodiguer ses conseils et m'appuyer de ses connaissances afin de m'aider dans ma carrière. Et j'avoue que son absence me pèse un peu plus chaque jour. Et oui, je connais la solitude qu'apporte la direction d'une entreprise. Sans la présence bienveillante de mon aide de maison, le chauve mais néanmoins souriant Alfred Pennyworth, je pense que je n'aurais pu me hisser à la tête de l'entreprise qui me vaut une humble présence parmi vous. Pour soigner ce manque affectif qu'a laissé la mort tragique de mes parents, j'ai bien tenté d'adopter quelques animaux de compagnie sous les traits d'une chatte de gouttière qui se nommait Célina, ou encore un petit rouge-gorge que j'aimais à appeler Robin. Peine perdue. J'ai même tenté de me mettre à la spéléologie en explorant les grottes qui dormaient sous le domaine familial, pratiquer les arts martiaux, essayer le deltaplane, piloter des bolides sur route, dans les airs, sous les mers, et appris en Australie à jouer du boomerang, mais rien n'y a fait, c'était sans espoir. Toujours le même vide, la même absence, la même noirceur qui m'enveloppait comme une armure fissurée, le fait d'un chevalier sombre. Bon sang, je sens que je viens de plomber l'ambiance. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un joker. Tony, viens prendre ma place. Je crois que je suis en plein bad, man. Salut. Ah, ben va, mon petit Bruce, assieds-toi, prends un Xanax et laisse le tonton Tony Stark prendre le relais. Allez, on va réveiller ces croque-morts. On va pas se laisser abattre, non? Pierrot, fais péter le bourbon et une pin-up, merde. Vous avez le teint encore plus glauque que Hulk, ma parole. Vous pensez vraiment, Tony, c'est qu'il est à peine 9h du matin, tout de même Il doit bien être l'heure de l'apéro quelque part dans le monde, non? Et puis, te fais pas de soucis, j'ai une santé de fer. Ah ouais, elle est bonne celle-là, Iron Man qui a une santé de fer. Ah mais non, je l'ai pas dit. Vas-y, t'emmerdes pas avec le verre, passe-moi la bouteille. Ah, ça fait bien par où ça passe, hein. Comme que je le disais la dernière fois au Captain Hammerlock, là, faut savoir lâcher la pression un peu, sinon faut pas s'attendre à faire des Marvel. Oh purée, c'est pas de la gnognotte votre gnognole les Frenchies, hein. Où est-ce que j'en étais moi, déjà? Ah oui, la solitude, tu parles d'une histoire toi. Regarde-moi, je suis tout seul, rien à foutre, si je veux, je fabrique une intelligence artificielle et bidabim badaboum, me voilà avec de la compagnie. Bon, ok, des fois ça dégénère, elle se fait contaminer et veut détruire la Terre. Mais bon, hein, merde, hein, ça c'est l'Ultron qui cache la forêt, mon pote. Hein. Bon, et paraît-il que vous avez un blême avec des trous du cul qui sont pas joyeuses des lois du pays. Eh, les trous du cul, vous pensez vraiment que c'est le communisme libertaire qui va vous construire des costumes comme le mien? Hein? Non mais, combien qu'ils en ont des Iron Man, les Ruskov? Hein? Je te demande? Zéro. Alors que moi, j'en ai toute une palanquée, hein, les blaireaux. Et j'en ai même fourni à l'armée. Ah, je te raconte pas le pactole que j'ai ramassé. Oh, puis la gueule des terreaux quand on leur fait péter leur base pourrie à grands coups de laser. Putain, je me fais chier. Bon, allez, je vous laisse aller avec vos problèmes d'attardé, les gars. Hein. Moi, je vais aller déclencher une petite guerre intergalactique histoire de refourguer mes fins de série au Pentagone. Salut les ringards. Enfin, les deux imbéciles ont terminé de parler, là. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Laissez-moi me présenter.
Alexandre Luthor, président de Luther Corp et ennemi juré de Superman. Oui, nous vivons dans l'isolement, mais c'est à ce prix que nous pouvons amasser suffisamment de capitaux pour lutter efficacement contre ceux qui s'opposent à nous. Vous vous pensez seul? Je nous vois unique. Vous vous sentez abandonné? Je nous sais indépendant. Vous avez l'impression d'être isolé? Je nous estime comme les solistes d'un philharmonique. Et pour que nos employés comprennent bien la puissance que nous permet d'atteindre cette réclusion, j'ai la solution. Mes frères, laissez-moi vous présenter la réponse pour que tout le monde soit aussi malheureux que nous. Mais pas aussi riche, faut pas déconner. Je vous présente Uberman. Le seul être capable d'arrêter le travail d'une seule main, de courir plus vite au Pôle emploi que n'importe quel intermittent du spectacle, de voler leur licence au taxi. Et sans oublier son pouvoir le plus puissant, celui de voir à travers n'importe quel contrat sans jamais s'interdire de signer. Entrepreneurs, entrepreneuses, je vous offre l'homme le plus flexible de la planète. En revanche, prenez garde, il n'a qu'un seul point faible, mais il est de taille. Surtout, sitôt qu'il est en présence d'un arconite pur, il perd toutes ses capacités extraordinaires et risque de se syndiquer. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne, mais ça n'enrage que moi, l'enrichissante expérience de ce congrès de dépressifs proactifs m'aura au moins appris que leurs intérêts qui divergent, et c'est vraiment énorme, comme dirait Lorenzo, est sans aucun doute notre force à nous, les travailleurs. Et que tant que nous nous efforcerons de croire qu'en faisant la part belle à la doctrine qui veut que la somme des intérêts particuliers fera l'intérêt général, toutes les manœuvres citoyennistes, les stratégies politiques électoralistes, toutes les initiatives individuelles et leurs pendants autoritaires ne feront que nous écarter d'un monde sans patron et sans oppression, où les super-héros, les vrais, sont ceux qui triment pour leur pitance. À bon électeur, salut! Bravo. FX. Parfois, je me demande s'il est tout seul dans sa tête. Hein. Non, ils sont nombreux. Hein. Ouais, c'est ça. Mais merci, c'était étrange comme chronique, chronique d'FX. Enfin, j'ai pas tout compris, mais moi, c'est normal. Hein, je comprends. C'est référencé, voilà. Mais bon, j'ai pas les références. Mais par contre, j'ai les références de Lola Parabellum. Tu as mon 06. Oui, bien sûr. Lola. Le vrai? Oui. Lola Parabellum, mais messieurs, dames, s'il vous plaît. Bonsoir la gauche. Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Chers auditeurs de la gauche qui ne regardent pas la télé, en ce moment même sur France 2, notre bon président est en train de se faire cuisiner par des journalistes et des citoyens aussi douteux les uns que les autres pour essayer de redorer une image qui tient plus du gribouillis de gamin psychopathe que d'une icône du pouvoir. Bien entendu, comme 71% des Français, vous avez préféré venir écouter Pas plus haut que le bord et vous coller une bonne gauche dans les oreilles plutôt que de vous en prendre plein les yeux et le fondement en regardant le grand déballage orchestré par une chaîne aussi publique que les toilettes du même nom. Comme je m'en voulais de vous faire manquer ça, j'en vois déjà qui pleurent de regret dans le fond. J'ai tenu à vous livrer ce soir, sans fioriture ni censure, les préparatifs qui ont présidé à cette émission censée réhabiliter notre dirigeant mal aimé à vos yeux incrédules. En tant que spécialiste autoproclamé des petites affaires présidentielles depuis 2012, j'ai en effet eu le plaisir discutable de coacher François Hollande pour sa grande opération de reconquête de la France. Lola, Madame Lola, elle est comment ma cravate de moi-je président et mon costume de moi-je président, il me boudine pas trop? Tu crois, Madame Lola, que moi, président, je devrais faire des implants? Non, François, tu passes dans Dialogue citoyen, pas sur Paris Première. Et enlève-moi ce fond de teint, on dirait Donald Trump. Mais il faut que je séduise les Français. Mes conseillers me l'ont dit à moi, président. Tiens, regarde, si je déboutonnais ma chemise. Je me suis absentée un instant pour vomir, et puis je suis passée aux choses sérieuses. François, tu vas être interrogé par 2 journalistes et Léa Salamé, et devoir répondre à 4 citoyens français. Des citoyens? Des vrais? Ils ont réussi à en trouver? Je pourrais les toucher, moi, président? J'ai avalé 2 Xanax et lui expliqué qu'il aurait devant lui une chef d'entreprise, la mère d'un djihadiste mort en Syrie, un chauffeur de car Front National et un étudiant musulman blogueur de gauche qui passe la nuit debout. Ah non, pas un étudiant blogueur, c'est trop dangereux. Moi, président, j'avais réussi à faire virer une syndicaliste et un agriculteur du panel et il me recolle un gauchiste à moi, je président. Et où est mon gilet pare-balles, celui avec le petit liseré rouge? C'est Macron qui te l'a piqué pour aller racoler des Français en marche.
Bon, François, tu comptes leur dire quoi, toi, justement, aux Français ? Rappelle-toi que tu les as déçus jusqu'à la moelle, que pour eux, tu n'es qu'une chiffre molle, une loque parjure, un socialiste déshonoré doublé d'un néolibéral refoulé, et que de toute façon, personne ne t'écoute. Si, parce que, À ces mots, François m'a regardé avec des yeux pleins de larmes. Il s'est mis à trembler de tout son grand corps mou et s'est effondré sur son tapis persan, le visage dans les mains. Pour refouler l'élan de pitié qui menaçait de me faire fléchir, je me suis récité tout bas. Il est pénible, ce président. Je me suis récité tout bas les grands points de la loi travail. Ça m'a bien remonté. 2 minutes plus tard, j'ai soulevé le président par la peau du cou et d'une seule main, je l'ai rassis sur sa chaise. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, président Lola? Moi, président, je n'en peux plus de chuter dans les sondages. Moi, président, je n'en peux plus d'avoir la cote de popularité d'un dictateur chilien. Qu'est-ce que moi, président, je vais leur annoncer? Aide-moi! Je sais pas, moi. Tu pourrais leur dire que tu retires la loi El Khomri sans condition. Que tu augmentes dès demain les budgets affectés à l'emploi, au logement et à la culture. Que tu taxes à 30% les grands groupes comme Amazon, Google ou Facebook. Oh non, ça va les effrayer. Ou alors que tu as eu une illumination divine et que tu es redevenu socialiste. François a bondi sur ses pieds en se frappant le front. Mais oui, bien sûr. Moi, président, je vais leur expliquer qu'en fait, tout ça, c'était une blague. Que depuis 2012, on a fait tous ces trucs pour rigoler avec mes copains Valls et Macron. Voilà ce que moi, président, je vais leur dire. On vous a bien eu, les Français pauvres naïfs. Vous avez cru que nous, présidents, on était devenus libéraux, alors qu'en fait, c'était une farce, un bon gros poisson d'avril. En vrai, moi, président, je suis socialiste, et moi, président, je n'ai jamais cessé de l'être, et moi, président, ça, je peux pas le dire à ce moment-là, c'était pour rire, moi, président, je vous dis. Les infirmiers sont venus lui donner ses cachets et lui enfiler sa camisole de force. C'est vrai qu'elle le boudine un peu, mais de toute façon, personne ne le regarde à la télé en ce moment, n'est-ce pas ? Allez, bonsoir la gauche. Merci Lola Parabellum. Ah, j'ai beaucoup aimé la voix du président, hein, c'est quelque chose. Alors, il nous arrive donc de Nice, figurez-vous, et il s'appelle La Guigne. Eh oui, c'est un groupe niçois, Guillaume et Florian. Et demain, pas vous qui écouterez la radio demain, hein, mais nous qui sommes en direct aujourd'hui, demain le 15 avril, ils sont au Théâtre des Vignes, près de Carcassonne, en résidence. Et voilà. Enfin, si vous voulez connaître un peu plus ce qu'ils font, c'est vous tapez sur Facebook La Guigne Électro. Ça va, La Guigne Électro, c'est pas dur. Sur Facebook, vous savez faire sur Facebook, ben voilà, vous faites. Et donc, moi je vous dis, on va les écouter, puis après on pourra critiquer ou pas. Mais peut-être se dire, ah c'est génial. Allez, à vous les gars. Pas plus haut que le beurre.
invite him to address the assembly. Et vas-y, fais plus haut que le beurre. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también lo de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética. La guigne, s'il vous plaît. Des petits gars de Nice. Ah bah oui. Ils sont bons, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. Ah oui, Baruch. Baruch d'Espignola, notre philosophe de comptoir, évidemment. Ah, on n'a pas dit quand même qu'on était à l'Autruche et que ce bar quand même nous accueille comme ça au dernier moment, super gentiment. Ouais, on peut remercier l'Autruche. Dire aussi que dans ce bistrot, on boit des bières qui sont faites dans le bistrot. Ouais, super bonne. Voilà. Est tout à fait délicieuse. La blonde est bonne, je dis pas ça souvent, tu vois. Voilà, la blonde est bonne, moi je peux le dire. Mais également, le dimanche, ils font des ateliers pour faire leur propre bière. Ah oui. Ça, c'est chouette. Ça, c'est pas mal. On peut brasser. Voilà. Voilà. Baruch, bien sûr, c'est à vous. Bonsoir. Oui, je me présente, Baruch d'Espignolade, spécialiste en lentilles optiques et arachnides, philosophe à ses heures perdues, philosophe perdu à ses heures et ce soir. Un peu désolé. Désolé en effet de vous avoir imposé par mon absence involontaire lors de la dernière émission le spectacle affligeant d'une intelligence en décrépitude, d'un discours en décapilotade, celui de ma cousine, Simone de Bavoir, qui, nonobstant... Alors j'aime bien ce mot, hein, je le trouve, je le trouve très radiophonique, il roule en bouche, il est plein de courbes et de délicatesse comme Charlotte. Tenez, essayez Christophe. Non, vous essayez pas Charlotte. Essayez le mot, dites pour voir. Nonobstant. Voilà, Nonobstant. un nonobstant. Alors qui nonobstant donc, son charmant décolleté et ses cheveux de feu, est à la philosophie ce que Manuel Valls est au socialisme. Car oui, ce que nous essayons de mettre au jour dans cette contre-histoire de la philosophie qui nous occupe depuis super longtemps maintenant, c'est que celle-ci, la philosophie, est affaire de gens sérieux et qu'elle ne peut être laissée entre les mains du premier ou de la première intermittent de la pensée venue. La philosophie doit être l'affaire de professionnels, un peu comme la politique. Ben oui, bien sûr. Vous imaginez si on laissait la politique entre les mains du premier électeur ou du premier syndicaliste qui vous passe sous la main, Chouette. Mon Dieu, quelle du horreur. premier noctambule qui se pointe. Alors, je ne savais pas comment dire celui qui passe sa nuit debout sur une place à penser, réfléchir, proposer, faire émerger de nouvelles manières d'envisager la société et le vivre ensemble. Et comme je ne suis pas bon en néologisme, j'ai pas osé, j'ai dit noctambule. Alors par contre, si vous trouvez un mot, vous n'hésitez pas à me contacter par le biais de Campus FM qui transmettra. Et profitez-en pour leur parler de la couleur musicale de la radio, ils seront contents. Elle vient de loin, celle-là, on verra ceux qui suivent. Hein. Donc oui, et ça fait plaisir. Il y en a qui suivent et ça fait plaisir. Donc oui, la philosophie, la politique, ce sont des affaires de professionnels.
de gens qui conjecturent, qui connaissent, qui savent, qui voient plus loin, qui, comme le disait si bien mon ami Jean-Patrick de la Boétie dans son ouvrage Discours de la décrépitude d'Alzheimer, ceux qui envisagent le monde non tel qu'il est, mais tel qu'ils voudraient qu'il soit. Faire de la philosophie, faire de la politique, c'est voir plus loin que le sens commun, c'est être visionnaire en quelque sorte, c'est faire de la science-fiction. Mais pas de la science-fiction de bas étage, pas celle qu'on nous vend dans des livres dont le prix est le même partout. Bon, sauf sur des sites qui vous les envoient en un jour, tuent le métier de libraire et réduisent la relation humaine et les conseils avisés en un clic. Ça n'existe pas, ça. C'est Valkyrie, c'est ça. Pas de la science-fiction de bas étage, disais-je, et dans laquelle la fiction est plus importante que la science, dans laquelle l'imagination est plus importante que l'entendement. Non, de la vraie science-fiction, celle qui peut devenir réelle, celle qui nous entraîne vers des lendemains ensoleillés que nous trouverons au réveil accompagnés de pain, de croissants et de l'ami ricoré. Celle qui, basée sur les statistiques, les indices et les projections, nous porte vers un avenir plus juste, plus fructifiant, plus entreprenant. Faire de la philosophie comme faire de la politique nécessite, pour mettre à jour cette science, une raison droite, rectiligne, oserais-je dire, qui ne part pas dans toutes les directions en proposant des sens farfelus aux mots et aux choses, tel que le disait Bernard Mouloud Heidegger dans son opuscule tardif intitulé « Perte de temps ». Il faut savoir décrire le monde de façon objective, de manière à le faire comprendre aux autres, voire à le leur imposer. Il ne faut pas laisser la plèbe se faire sa propre idée de la réalité. Ce serait le règne de l'opinion, la monarchie du jugement, l'empire de la présomption. Chacun pourrait y aller de sa petite révélation, créer son école, définir son courant. Mais où, cher Christophe, se trouverait alors la vérité? Celle qui, unique, apparaît au plus grand nombre et vient éclairer le savoir d'une lumière nouvelle. Celle qui guide vers un avenir serein, sans qu'on ait à se poser de questions. Il faut donner à penser à la populace. Non pas dans le sens où on nourrirait son intellect pour l'aider à réfléchir, mais réfléchir avec elle, pour elle, l'accompagner dans sa réflexion sur ce que doit être le monde, le modèle social et culturel dont elle a besoin, la structure économique qui peut lui apporter le plus grand épanouissement, la marque de soda qui remplira son temps de cerveau disponible. Voilà ce que doit être la philosophie, voilà ce qu'est la politique, un guide vers un avenir que l'on sait meilleur pour les autres, mais duquel ses propres acteurs doivent rester détachés, car ces contingences, en les affectant, pourraient affecter leur jugement et ainsi nuire à leur clairvoyance. Enfin, tout ça si on a oublié d'être de gauche, naturellement. Merci. Baruch d'Espignolade, s'il vous plaît. Eh oui. Ça fait du bien un petit peu de philosophie quand même. Hein. Bon, après, on a la poésie avec Charlotte Lenoir. Tu as gagné pour la poésie ce soir. Ah, tu nous as pas fait de la poésie? Par contre, si vous regardez la vidéo sur YouTube prochainement, vous verrez bien le cul de Manu pendant Baruch. C'était sympa. Non, on est à la radio, n'oublie pas. Hein. Bon. C'est comme une émission de radio. Ouais, non, mais je parlais pour YouTube. Ah oui, voilà. d'accord. On y va? Oui. Radioscopie d'un regard ordinaire, édition 12. Ça avance, hein. Bonsoir. Chut, c'est un secret d'affaires. L'Union européenne adopte la directive qui protège les entreprises contre l'espionnage industriel. Elle adopte surtout la décision de garder loin des yeux et des oreilles des lanceurs d'alerte les petits secrets crado de l'industrie. Merci donc, chers eurodéputés, de mettre toujours plus d'opacité sur les démarches des connards d'industriels et de criminaliser les journalistes. Vous avez raison, on mérite d'être séché à l'ombre pendant 10 piges lorsque l'on dénonce les milliards détournés par vos copains. Et pendant ce temps-là, on n'a qu'à vous sucer et retourner sur la chaîne. Et on ne parle pas la bouche pleine. Hein. C'est pas poli et ça ralentit la production. Les gros lobbies, ils en ont une grosse. Et plus c'est gros, plus ça passe, c'est bien connu. Ce genre, c'est pour ça la poésie. Ce genre de conneries, ça commence de bonne heure, vous savez. Alors, Lola, j'ai regardé la télé.
Enfin, C'est vrai, tu Charlotte regardais la télé, ouais. tu as osé regarder la Ouais. télé. Et je me suis égarée sur. Charlotte, il faut qu'on parle. Ouais. Et tu vas voir, on va pouvoir parler. Hein. Je m'égare sur Télématin. Vous savez, cette émission avec un animateur que je trouvais sympa quand j'étais petite parce qu'il chantait Pac-Man. Vous voyez Pac-Man? Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man, Pac-Man. Un tout petit bonhomme, tout ça, vous savez. Et il y a un moment, ça dit, il est toujours de bonne humeur, il a raison, ça porte bonheur. Et oui, avant Facebook, il y avait Pac-Man et le LSD pour le positivisme. Faut faire attention, car voilà les gloutons. Vite une Pac-Gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! Alors William l'émergit, c'est plutôt grâce à son avocat que grâce à son grand cœur qu'il s'en sort face à ses salariés qui l'attaquent pour violence et harcèlement. Je pense qu'il carbure toujours au Pac-Gomme par contre, et tout le monde a peur de lui. Mais ça n'empêche pas ces journalistes de nous abreuver de conneries. Entre mon café et mes tartines Lola, je m'étrangle lorsqu'une brunette ultra flippée par le direct de Télématin là, ou de se prendre une baffe par William, commence à parler de Philippines. Avez-vous entendu parler de Philippines? C'est le prénom d'une jeune entrepreneuse de 16 ans. Ouais, ça vous dit un truc? Encensée dans tous les canards et sur toutes les chaînes libérales pour avoir inventé à 16 ans New School. New School, c'est pour toi Bernard. New School fonctionne avec une application et un objet connecté qui utilise e-beacon et une technologie NFC, ça veut dire sans contact, donc avec des ondes. Et New School permet de faire l'appel sans faire l'appel, soit de faire économiser 28 heures de cours aux profs. Alors, outre le fait que cette petite lèche-cul cherche des solutions pour mettre en place des systèmes automatisés de surveillance de ses camarades et d'optimiser le temps des cours alors qu'on bourre déjà pas mal le crâne aux gosses, outre le fait que cela fasse mouiller la journaliste de Télématin parce que cette gamine porte le même prénom que sa fille, on n'en a rien à foutre, et que Philippine, elle est trop forte et... La preuve, la journaliste nous dit « Philippine a même été repérée par la firme à la pomme ». Par Apple, donc. Outre le fait que cette même journaliste déplore le fait qu'aucune industrie française ne soit intéressée et que la pauvre petite Philippine devra partir aux États-Unis pour développer son business, j'en conclus que Télématin, c'est toujours la même merde que mes grands-parents regardaient et que je trouvais ça déjà nul quand j'avais 9 ans. Et qu'entendre ce genre de truc au réveil, Lola, sur le service public, eh ben, ça me met en colère. Ça n'enrage que moi. Et si quelqu'un a le courriel ou le 07 de Philippine, je voudrais lui dire à cette petite Maline qu'elle pourra réaliser de grandes choses pour le bien commun quand elle arrêtera d'écouter les gens qui la portent au nu. Car Philippine, tu n'es pas une super entrepreneuse, tu es une inventrice, une rêveuse. Et ça, c'est beau. Et si tu as de bonnes idées, tu pourras faire rêver la France et pas les ricains. Parce que peut-être qu'à 16 ans, on peut créer sa boîte, mais on peut surtout avoir le temps d'expérimenter son regard sur le monde avant d'être récupéré en modèle de petit singe savant par tous les médias libéraux du pays. Je zappe, parce que j'y crois encore. Hein. Donc, je vais sur France 5 et je tombe sur Les Maternelles. Ce n'était pas une émission de qualité, ça, avant? Non, parce que là, toujours le service public, et là, je tombe sur un connard, un psy, qui m'explique que c'est plus simple d'annoncer l'arrivée d'un bébé à une petite fille qu'à un petit garçon, car la petite fille va automatiquement jouer à la petite maman. Je vomis. Alors, il faut m'enfermer, madame la psy, parce que moi, quand mes parents m'ont annoncé l'arrivée de ma petite sœur, je leur ai dit tellement d'horreur qu'ils avaient peur de me la mettre dans les bras. La nuit de Noël où elle est née, je lui en voulais tellement de me voler ce moment de magie rare en famille que j'aurais préféré qu'elle disparaisse. J'éteins la télé. J'ouvre mon application du Monde. Et là, je me retrouve face à l'article des 130 médecins qui souhaitent mettre fin aux incohérences autour de la PMA. Nous avons aidé des couples homosexuels à avoir des enfants, même si la loi l'interdit. Ce manifeste autour de la procréation médicalement assistée, mené par Néné Friedman, c'est le mec, le papa du bébé éprouvette, et ses copains, me laisse songeuse. Il souhaite légaliser la PMA pour tous. Encourager les dons d'ovocytes. Mais pourquoi donc? Par pensée humaniste? Par altruisme? Moi, je crois qu'il y a baleine sous gravillon, vous voyez. Et que l'idée de mettre tes ovules au frais, c'est plutôt pour continuer à développer le marché autour de la naissance. Non? Bon, ça me saoule. Le service public, il y en a du joli, du à qui on ne donne pas les moyens. Comme le centre de dépistage anonyme et gratuit à l'hôpital Lagrave de Toulouse qui te reçoit avec respect et dans toute ta condition humaine, que tu aies un voile, que tu sois noire, enceinte ou pédé, tu repartiras avec tes analyses, tes capotes, des sourires, des bons conseils et ta galette au beurre.
Et quand ces tocards de généralistes urbains sont débordés pour jouer au golf entre 14 et 16, il y a SOS Médecins, à Jean Jaurès, avenue Jean Jaurès, une association à qui on donne des placards sans chiottes pour travailler. Et même si tu attends 4 heures avec un bébé qui a une gastro et qui doit aller vomir sur le trottoir dehors, je peux te dire que cette association et les médecins qui y bossent se rappellent pourquoi ils font ce métier. Petit accessoire, s'il vous plaît. Hop, c'est pas pour la radio, c'est pour le public. C'était carnaval à l'école aujourd'hui, c'est lui le responsable. Hein. Oh, mais comme c'est joli, Charlotte. T'as vu ? Boubou, 5 ans et demi, m'a dit en croisant un gars qui fait la manche dans le faubourg Bonnefoy. Maman, les gens les plus riches, c'est des voleurs. Ils ont volé beaucoup d'or et ils laissent le monsieur dormir dehors. Alors que toi, t'as pas de sous et tu lui donnes. Et du coup, tu peux pas m'acheter des Lego Star Wars. À bon entendeur, salut. Bravo. Charlotte d'Espignolade. Comment ça? Non, Charlotte. Ils se sont mariés, on n'a pas su. Charlotte Lenoir. On est mariés? On est mariés, merde, on était bourrés. Hein. mais vous étiez pas au courant? Ah ben non, mais j'étais témoin pourtant. Enfin bref. Ben oui, mais là, c'est le temps de la guigne. Ah ben oui. La guigne. La guigne, c'est à vous, hein. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce train pour terminus Massy-Palaiseau. Il marque l'arrêt à toutes les gares jusqu'à Massy-Palaiseau. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce train pour terminus Massy-Palaiseau. Il marque l'arrêt à toutes les gares jusqu'à Massy-Palaiseau. Merci.
place pour 15h aux Inda Corio. D'accord. Oui. La Guigne, donc c'est la Guigne, hein, c'est la Guigne de Nice, hein, c'est des petits gars de Nice, la Guigne, quoi. Ah ben oui, mon cher pote à Gabi, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu le pote à Gabi, alors on est content de... Eh bien, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Gabi n'a pas grand-chose à dire ce soir parce que je vous présente par avance mes excuses pour cette chronique pas drôle, cette diction hésitante, ce fond sans fond, voire abyssal, et cette forme pas trop en forme. Oui, je le dis ce soir, je ne suis pas trop en forme parce que j'ai été envoyé spécialement par Christophe pour causer de ce nouveau mouvement d'indignés à Paris, place de la République, qu'on pourrait renommer maintenant Occupation populaire ou Arrêt public. Il fallait bien un jeu de mots à un moment pour que ce soit drôle, après ça va pas l'être. Bref, j'y étais jusqu'à pas plus tard que très tard, et du coup j'ai brûlé ma chandelle, mais j'ai pu parler debout. Enfin, en tout cas, ce soir, je vais parler de la nuit debout, dont tout le monde parle, mais dont personne ne dit vraiment quelque chose, parce qu'au final, entre médias et militants, on voit pas trop où ça veut en venir. Je ne veux pas ici faire un quelconque procès à ce mouvement, que je trouve très chouette par ailleurs, mais simplement pointer du doigt un ou deux paradoxes qui me semblent assez symptomatiques de la lutte en ce moment. D'abord, le fait que, comme ils le disent si bien eux-mêmes, la nuit debout, c'est tout le monde, c'est plein de cultures rassemblées, c'est plein de milieux sociaux rassemblés, c'est magnifique, ils sont exactement comme toi, auditeurs de Campus FM. Aux auditeurs de Campus FM, ils sont exactement comme toi. Tu saches que la nuit debout te ressemble. Oui, elle te ressemble comme elle ressemble à ceux qui composent cette émission. J'ai pas les statistiques sous le nez, mais elle est globalement mâle, globalement blanche, globalement jeune, sauf Christophe, globalement petite, bourgeoise et intellectuelle. Elle est plutôt pacifiste, carrément connectée, et quoi qu'ils en disent, politique sans vouloir l'assumer. Et c'est bien là que le bas blesse. Bref, la nuit debout, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous, mais malheureusement, c'est pas encore eux. Les eux dont on parle comme ça, les eux dont on a peur, ou les eux qu'on aimerait bien choper dans les banlieues pour les ramener, faire la révolution place de la République. Pour l'exemple, il y a quelques mois, je m'étais rendu à une manif contre l'état d'urgence à la station de métro Ménilmontant. La station de métro Ménilmontant. Et alors, à la station de métro Ménilmontant, je ne sais pas si vous voyez dans Paris, parce que je suis parisien depuis quelques temps, c'est quand même très charmant. C'est quand même très charmant. Ça fait un peu les carmes, si vous voulez. C'est sympa, quoi. C'est cool. Donc là, t'as plein de gens qui disent « Ouais, on n'est pas content, l'état d'urgence ». Et puis, moi, j'étais à la manif. Ça me saoulait un peu, les prises de parole, parce que j'avais envie de jouer de la musique, quoi. Enfin, voilà. Et là, il y a un type qui a pris la parole, qui a dit « Oui, salut, alors moi, je suis de Pantin. » Donc, Pantin, c'est le Mirail plus de Paris, quoi. Il dit « Salut, moi, je suis de Pantin. Alors, moi, je me disais, les manifs contre l'état d'urgence, ce serait bien qu'on décide collectivement qu'elles aient lieu à Pantin, parce que l'état d'urgence, il est à Pantin. » Alors là, t'as 2-3 mecs dans mon genre qui ont fait « Ouais, trop cool, tu vois, genre, ouais, la lutte, elle est là. » Et puis, ouais, c'est les mouvements nuit debout. Hein. Et alors, moi, j'étais là, genre, ouais, carrément, faut y aller et tout. Et puis, t'as plein de gens qui ont dit, non, il faut ramener la lutte au centre de là où il y a des gens, quoi. Enfin, ils l'ont pas dit comme ça, ils l'ont dit vachement mieux, mais... Ouais. Bref, là, je me suis dit qu'il y avait déjà un truc qui déconnait un peu, quoi. C'est que l'endroit de la lutte, il était déjà pas bien placé. Mais bref, ok, d'accord. Puisque Christophe me le demande, je vais place de la République pour faire la nuit debout. Et du coup, ce qui m'a marqué dans ce mouvement, c'est que place de la République, il y a des AG avec plein de gens qui discutent. Ouais, la révolution, tout ça, c'est cool. Et puis surtout, il y a des Pakistanais, des Iraniens avec des caddies pleins de bières achetées au Lidl d'en face, qui viennent sur la place pour les vendre à 4 €. Depuis le début, on leur demande de s'intégrer et t'inquiète qu'ils ont compris le système, quoi. Du coup, on en arrive à ce fabuleux paradoxe. Je vais à une manif, place de la Nation, on est entouré par les flics, les CRS, les Black Blocs se mettent en Black Blocs, les CRS chargent leurs grenades, et là, au milieu de la place de la Nation, il y a un petit camion rose
qui vend des merguez. Et du coup, il y a des gens qui vont acheter des merguez à ce petit camion rose, parce que quand même, puis il y a des lacrymos qui partent, puis des pavés qui partent, chacun de leur côté. Tu vois. Enfin, le cirque est bien rodé, puis quand même, le camion rose, il vend ses merguez, quoi. Alors, la nuit debout, c'est un peu ça, en fait. C'est des mecs qui parlent d'abattre le capital, et puis 2 secondes après, qui vont le cautionner en achetant leur bière aux exclus du capital qui, dans sa grande montée, accepte tout le monde. Alors, je sais bien que j'ai l'air d'être trop critique envers ce mouvement. Je le trouve chouette. Je trouve chouette qu'il y ait des occupations d'espace public. Et franchement, m'écoutez pas. C'est bon, là, c'est bon. Mais ce serait bien si c'était mieux, si c'était moins masturbatoire. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre la masturbation. Hein. Après tout, la masturbation, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime vraiment, c'est cool. Mais aux auditeurs de Campus FM, sache-le, auditeurs de Campus FM, pour l'avoir testé, l'amour à 2, c'est plus compliqué, mais c'est vachement meilleur. Alors, je sais plus trop ce qui me reste comme option. Soit je reste dans pas plus haut que le bord, mais franchement, les mecs, il serait temps que ça déborde. Soit je m'achète un petit camion rose pour aller vendre des merguez place de la Nation. Le pote à Gabi. Plus haut que le bord. Ah mais qu'est-ce que vous voulez, il est devenu parisien, quoi, donc voilà, quoi. Mais c'est l'amour. Ouais, c'est ça, quoi. Merci les potes à Gabi. J'espère que ça vous a dérangé comme chronique, moi j'ai beaucoup aimé. Je peux faire une petite... Je peux faire une petite conclusion à la chronique du pote à Gabi. La nuit debout, je prends des trains à travers la plaine. La nuit debout, je m'enlève les poings. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Ça s'arrête là. Voilà, c'était Jeff. Donc Jeff. Il y a un truc, il y a un son. Red level, vous venez d'atteindre le niveau rouge. Tremblez, bourgeois, vous pouvez commencer à acheter des couches confiance. Bien sûr, vous savez bien que ce ne sont pas quelques nuits debout qui menacent l'ordre établi, confortable, qui sert de terrain de jeu à vos névroses capitalistes. Mais vous venez de comprendre quelque chose. C'est que ça peut partir n'importe quand, de n'importe où, avec perte et fracas. Après l'attaque fulgurante menée depuis les années 80 à tous les niveaux, économique, social, éducatif, médiatique, constitutionnel, aux échelles nationales et supranationales, et malgré des pouvoirs démesurés proches du délirant que vous vous êtes attribué, voici que le bon peuple, que les pessimistes croient définitivement soumis, le bon peuple inculte et mauvais, voici donc que le bon peuple cherche des portes de sortie. La petite oligarchie sait très bien que c'est elle qui est visée. Les médias sont inquiets. La nuit debout n'a pas de programme politique. C'est horrible. Et surtout, ce n'est pas crédible. Car les médias sont au service de la petite oligarchie et ils servent ainsi surtout et principalement à cantonner le bon peuple là où l'oligarchie souhaite le laisser dans la merde. Il n'y a pas de victoire avec la nuit debout. Il n'y aura pas de victoire avec la nuit debout. Nous n'en sommes pas là et ce n'est pas grave. C'est comme ça, tout simplement. Il est important de le savoir, mais d'agir comme si de rien n'était, comme si la victoire était là, au bout du chemin. Et comme nous sommes de fins stratèges, sachons compter les points en l'air et mesurer ce qui nous attend, avec au bout des lèvres cette magnifique formule du révolutionnaire debout, 2 points, ouvrez les guillemets, de défaite en défaite, jusqu'à la victoire finale. Depuis... Alors... Je crois qu'elle est de Mao Tse-tung, mais en tout cas, je pense qu'elle est de lui. Et d'ailleurs, ça a marché puisque quand même à la fin, il a gagné. Et surtout, il n'est toujours pas mort. Mao Tse-tung n'est pas mort? Non. Oh, mais non. Comme Hugo Chavez. Bah oui, pareil. Ah, Chavez, ça savait, mais non. Depuis l'underground, glissant doucement dans la terre que vous foulez de vos pieds, tout autant que vous êtes patron, opprimé, travailleur, feignant, tyran, homme, femme, enfant, avançant avec prudence dans les galeries des possibles, le lombric mesure combien le chemin qui le sépare de la victoire sera long et semé d'embûches. N'allez pas croire que le lombric, depuis sa condition rampante d'animal menacé à tous les instants,
N'allez pas croire que le lombric met tous les humains dans le même sac. Le lombric n'attend rien de ceux qui possèdent et se partagent le pouvoir aujourd'hui. Le lombric a pris fait et cause pour la lutte des classes, pour la conscience de classe, pour le pot de terre contre le pot de fer et probablement contre les images débiles et les poncifs que je suis en train d'aligner. Mais assez, bavassé. Connaissez-vous Pinguino? Non? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Pinguino est un pingouin chino-mexicain au fort accent espagnol et aux yeux bridés, qui dérive sur un iceberg en buvant du rhum et qui, quand la situation l'exige, prend le contrôle du cerveau de nos ennemis pour les détourner de leurs sombres desseins. En général, il n'y parvient pas, mais on lui pardonne car il est sympa. Le lombric, c'est un peu Pinguino, mais avec la sagesse en plus. Alors autant vous dire que le lombric est violent et sans état d'âme. Il vit dans l'ombre et la fraîcheur, tandis que vous vous noyez dans la lumière. Débarrassé des illusions, le lombric est capable de sentir les battements de la terre et de la révolte qui vient. Actuellement, quand même le lombric se demande si la sagesse n'aurait pas un peu quelques limites et s'il n'enverrait pas son collègue et ami Pinguino décérébrer un préfet sur l'île de Mayotte, là où la nuit debout dure aussi la journée, et ça fait un peu 2 semaines que ça dure, et personne n'en parle. Mais de quoi donc se plaignent les Mahorais? Eux qui ont déjà le soleil toute l'année. Hein? Je vous le demande. Le lombric circonspect lève un sourcil. Aujourd'hui, le code du travail qui s'applique à Mayotte n'intègre environ que 25% de la législation française. À Mayotte, les allocations logement ou retraite ne sont pas calculées de la même façon qu'en France métropolitaine et ont des montants bien inférieurs. 2e sourcil soulevé. Je fais bien. En fait, se dit le lombric, Mayotte, c'est la France et c'est pas la France. Et pourquoi on n'applique pas à Mayotte un truc qu'on applique bien à la Corse? Je vous le dis, le lombric est un sage. Enfin, il semblerait bien que Mayotte manque de routes, d'établissements sanitaires et scolaires. 3e sourcil soulevé. Le lombric a beaucoup de sourcils. Et donc, en France, à Mayotte, ça manque d'écoles. Alors, ça fait au moins un point commun avec la métropole. Sauf que eux, à Mayotte, ils se battent pour que ça change. Pour le lombric, aucun doute. Mayotte doit devenir le modèle français de la lutte sociale. Elle est pas de Mayotte. Ah, dès que je lève la main, le téléphone sonne. C'est incroyable. Allô, Pinguino? C'est le lombric. Ma salo putano. Comment tu vas, comme amigo? Bien, 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 ça glisse comme ça peut. Dis-moi, je pense qu'on a besoin de toi en surface. Moi, j'y suis en surface. Et j'ai été retenu dans le cerveau de Brigitte Barège pour en prendre les contrôles. Mais ça pue un peu là-dedans. Hein. Je suis en train de dynamiter un projet de Moudac. Il veut embaucher des bénévoles pour la Coupe d'Europe de football. Tu comprends, l'UEFA, ils ont pas assez de pognon pour payer des gens, quoi. Elle est bonne, hein, celle-là, non? Ouais, ok, je comprends, mais je crois qu'on pourrait faire d'une pierre deux Molotov. Mon dîner, ce serait que tu proposes à quelques Mahorais de rejoindre les Nuits debout pour leur donner du punch et lancer la grève générale. Ah putain! Et tu voulais ramener comment? On creusera des galeries depuis l'océan Indien. J'ai tout calculé. Si on évite la Syrie, ça passe. Je dois faire court. Et c'est ainsi que commença la grande guerre des classes françaises grâce à la lutte de l'île de Mayotte dont tout le monde se foutait. Il s'en fallut de peu pour qu'on passe à côté. Heureusement, l'underground est aussi une source de lumière. Allez, debout la nuit et que la conscience de classe vous enveloppe de sa rage éternelle. Bravo. Jeff, s'il vous plaît. Ah, debout la nuit, je trouve que c'est une belle conclusion. Ouais, c'est joli, c'est vrai. Bon, mais merci à vous, hein, merci cher public, merci l'autruche, le bar, l'autruche, s'il vous plaît. Oui, bah, on va écouter encore une dernière fois la Guigne, hein, ce groupe qui nous fait une musique étrange. Enfin, moi, je connais pas ce genre de musique. Non, hein. Christophe. Mais oui, je sais, c'est l'électro. Vous m'avez dit ça, vous m'avez soufflé tout à l'heure. Christophe, il n'a pas compris les paroles. Non, Mais non, il y a les paroles, c'était pas évident, quoi. Le pote à Gabi, il faut qu'il traîne Christophe un peu. C'est ça. Mais merci à vous, cher public. Merci à Christelle qui nous fait la programmation, à Chrysostome qui nous a ramené ce groupe, à FX qui nous fait la vidéo, à Rémi à la technique. Et puis voilà, merci à tout le monde, quoi. Salut et à très vite. Une dernière chanson de la Guigne d'abord.
haut que le bord. Pas plus haut que le bord. Merci à vous et puis à la prochaine qui aura lieu, je crois, chez ta mère, me semble-t-il. C'est chez ta mère, évidemment. Salut, à très vite, ciao.